Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons étudier une aile losangique dans un écoulement supersonique sous différents angles d'incidence. L'objectif sera de comparer les résultats de la simulation avec des valeurs théoriques. Pour cela, on s'intéressera au choc oblique et détente de Prandtl-Meyer résultant de l'écoulement supersonique sur l'aile. En utilisant les modèles théoriques liés à ces phénomènes, on pourra déterminer les forces de pression s'exerçant sur le profil ainsi que les valeurs des différentes grandeurs physiques de l'écoulement. On commence par créer un nouveau projet Fluent avec un glisser-déposer. On va changer le type de géométrie à 2D, puis on fait clic droit, nouvelle géométrie, Design Modeler. Dans une première esquisse, on va commencer par dessiner notre aile losangique. On va rajouter des contraintes pour s'assurer que les côtés opposés soient bien parallèles et que toutes les longueurs soient égales dans le losange. À partir de cette esquisse, on va tracer une première surface. Maintenant, on retourne dans l'esquisse et on va tracer les diagonales du losange qui vont nous aider à positionner et dimensionner notre aile. On va également placer un point de construction au centre de notre losange. Ainsi, on va pouvoir faire coïncider le centre de notre aile avec l'origine. On va dimensionner l'aile en commençant par le demi-angle aigu. Puis on fixe la corde de l'aile à 1 mètre. Et enfin, on va fixer l'incidence de l'aile. Cette incidence, on ne peut pas la rendre nulle parce que Design Modeler n'accepte pas cette valeur de cote à 0. Donc on va rajouter 180 degrés à la mesure pour avoir une incidence équivalente. Cet angle sera un paramètre de sortie car on va faire une étude paramétrique de l'aile en fonction de son angle d'incidence. Maintenant, dans une seconde esquisse, on va tracer le domaine fluide dans lequel on étudiera notre profil. Les dimensions du domaine seront 2 mètres en amont, 6 mètres en aval et 4 mètres au-dessus et en dessous de l'aile. On crée une seconde surface, cette fois-ci en utilisant bien un corps bloqué afin qu'elle ne fusionne pas avec la surface de l'aile losangique. Et dans notre troisième et dernière esquisse, on va tracer la structure du maillage. Pour cette étape, je vous conseille d'augmenter l'incidence de l'aile, vous allez vite comprendre pourquoi. On va faire en sorte que la structure du maillage évolue en suivant l'incidence de l'aile. Donc on va tracer des lignes reliant les différents sommets du losange aux frontières du domaine. Si on effectue cette étape sans modifier l'incidence de l'aile, on risque d'appliquer des contraintes de coïncidence accidentelles avec les axes X et Y. Dans ce cas, soit notre géométrie sera fixée et on ne pourra pas modifier l'incidence de l'aile, soit la structure du maillage n'évoluera pas avec l'incidence.
Ensuite, on va fractionner la face du domaine en utilisant les lignes que l'on vient de tracer. On n'a plus qu'à utiliser une opération booléenne pour lui soustraire la surface de l'aile et on aura notre domaine final. Dernière étape avant de passer au maillage, on prédéfinit notre domaine comme fluide. Clic droit éditer pour ouvrir le mailleur. Après avoir fixé l'épaisseur du domaine à 0, on va générer un premier maillage des faces afin de s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec notre géométrie. On va s'apercevoir qu'il semble être déjà structuré, cependant afin de s'assurer qu'il le restera, on va tout de même ajouter un maillage des faces en quadrilatère sur l'ensemble du domaine. Maintenant on passe au dimensionnement en commençant par les arêtes en amont de l'aile. On va utiliser 100 divisions non uniformes d'un rapport de taille de 10. Pour chaque dimensionnement, on utilisera un comportement imposé. Dans le cas de petites arêtes sur un grand domaine, il peut être compliqué de déterminer où se situent les divisions les plus fines, donc on peut augmenter sensiblement le rapport de taille afin de déterminer où on devra utiliser le biais inversé, puis on repasse au rapport de taille souhaité. En général, il est conseillé de générer un nouveau maillage entre chaque étape, ainsi vous pourrez déterminer où se situent vos erreurs si le maillage ne s'effectue pas correctement. Le prochain dimensionnement s'effectuera sur les arêtes verticales au-dessus et en dessous de l'aile. On leur appliquera 200 divisions d'un rapport de taille 12 en utilisant le biais inversé sur 5 arêtes que l'on trouvera avec la même méthode que dans le dimensionnement précédent. Maintenant, on va dimensionner le maillage de l'aile. On veut que les divisions sur l'aile correspondent aux divisions sur la frontière du domaine, donc on va inclure ces arêtes dans le dimensionnement. On va utiliser 120 divisions, toujours avec un comportement imposé. Il ne nous reste plus qu'un dimensionnement, celui des arêtes horizontales en aval. On utilisera 250 divisions non uniformes d'un rapport 12 avec un biais inversé sur une arête. On obtient notre maillage final qui ressemble à un maillage en croix avec les divisions les plus fines au niveau du profil. Le nombre d'éléments s'élève à 236 000, ce qui peut sembler beaucoup, mais on est dans le cas d'un écoulement compressible qui nécessite un maillage fin. De plus, notre domaine est plutôt étendu.
Il ne nous reste plus qu'à définir les sélections nommées. Dans notre cas, il n'y en a que deux, toute la frontière du domaine qui sera un pressure far field et notre aile qui sera un mur. On met le maillage à jour, on attend le message de confirmation et on peut passer à la configuration de la solution. En éditant la configuration, on va activer la double précision et passer le nombre de processus à 4. Comme toujours, une fois que le solver est ouvert, on commence par vérifier le maillage. Étant donné qu'on est dans le cas d'un écoulement compressible, on va utiliser un solver basé sur la densité. En effet, si on en revient à sa définition, un écoulement compressible se caractérise par les changements significatifs de densité du fluide au cours de l'écoulement. On va devoir également activer l'équation d'énergie et on peut changer le modèle de viscosité à K epsilon realizable. La densité n'étant pas constante dans notre écoulement, on va appliquer la loi des gaz parfaits à notre fluide. Cette loi nous permettra d'utiliser la condition limite pressure far field. La viscosité également sera variable et on va remplacer le paramètre constant par le modèle de Sutherland. Avant de passer aux conditions limites, c'est toujours une bonne idée de vérifier que le domaine est bien fluide. On peut les trier par type de zone, même si dans notre cas ce n'est pas très compliqué de s'y retrouver. On va modifier notre pressure far field en lui appliquant les conditions d'un écoulement à Mach 2 au niveau de la mer, donc une température de 288,15 Kelvin et une pression de 100 à 1325 pascal. On a réglé la pression depuis la condition limite, donc maintenant on peut passer à zéro les conditions d'opération en pression. Si on ne fait pas ça, on va observer une réflexion des ondes de choc sur la frontière du domaine. Pour les autres conditions limites, on utilisera les paramètres par défaut. On utilisera les conditions de référence de la frontière du domaine, donc le pressure far field. Pour ce qui est des méthodes, on va passer toutes les équations au second ordre. On va créer deux rapports sur les forces de pression et de traînée au niveau de l'aile. On les écrira dans la console et on les tracera sur des graphiques. Ça nous sera utile afin de surveiller la convergence de la solution. Pour ce qui est des conditions de convergence, on peut conserver les paramètres par défaut pour tous les résidus, soit 10 puissance moins 3. On va utiliser une initialisation standard à partir de la frontière du domaine. On peut effectuer une dernière vérification sur les paramètres, notamment la valeur de la vitesse, en vérifiant qu'elle équivaut bien à Mach 2. On n'a plus qu'à fixer un nombre d'itérations maximum et lancer les calculs. Normalement, il devrait converger avant 1000 itérations. Après 5 à 10 minutes, si les conditions de convergence sont atteintes, on va quand même vérifier la bonne convergence de notre solution. D'abord, on va regarder les résidus, s'assurer qu'il n'y a pas de trop forte discontinuité. Ensuite, en s'intéressant au graphe de l'évolution des forces, on voit qu'ils ont tous les deux convergé sur une valeur. D'ailleurs, en regardant dans la console, on s'aperçoit que la valeur de la force de portance, qui est censée être nulle étant donné qu'on a un profil symétrique à incidence nulle, elle va osciller pour des valeurs très faibles entre le positif et le négatif.
Étant donné qu'on utilise une méthode itérative, on ne pourra jamais atteindre exactement 0. On peut également tracer les contours des paramètres qu'on a calculés directement depuis le solver. Donc par exemple ici, contour de pression, où on observe bien les chocs. Il est intéressant de le comparer au contour du nombre de Mach, qui est inversement proportionnel à la pression. À première vue, notre solution semble avoir bien convergé. Maintenant, on va passer au post-traitement et évaluer la différence entre les valeurs simulées et les valeurs théoriques de différents paramètres. Sur le contour de pression, on peut mesurer l'angle entre le choc oblique attaché à l'aile et la direction de l'écoulement non perturbé, l'axe X dans notre cas. Ici, on observe un angle d'environ 37 degrés. Dans le cas d'une incidence nulle, il est facile de calculer l'angle de déflexion de l'écoulement, θ sur le schéma. Il est en effet égal au demi-angle aigu du losange que l'on a fixé à 8 degrés. On peut ainsi utiliser cet abaque de choc oblique et constater qu'on doit bien obtenir un angle de choc à 37 degrés. Si on souhaite obtenir une valeur plus précise pour l'angle de choc, il existe des méthodes calculatoires. Il est à noter qu'on ne peut pas calculer directement l'angle de choc à partir de l'angle de déflexion. Par contre, on peut faire l'inverse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un programme pour incrémenter la valeur de l'angle de choc et recalculer la valeur de l'angle de déflexion jusqu'à ce qu'on tombe sur 8 degrés dans notre cas. Sur notre aile, ce choc est suivi par une détente, et en supposant que l'écoulement est isentropique, c'est une détente de Prandtl-Meyer. Cette hypothèse va nous permettre de calculer le Mach aval en utilisant la formule de Prandtl-Meyer, et à partir de ce Mach, on pourra déterminer tous les autres paramètres de l'écoulement en utilisant les relations isentropiques. Par contre, dans la détermination du Mach aval, on est confronté à un problème similaire à celui de l'angle du choc oblique, à savoir que l'on ne peut pas déterminer directement le Mach à partir de son angle de Prandtl-Meyer, mais on peut faire l'inverse. On va utiliser la relation encadrée en vert pour déterminer nu1 l'angle de Prandtl-Meyer du Mach aval, puis à l'aide d'une méthode itérative, on va recalculer la fonction de Prandtl-Meyer pour différents nombres de Mach jusqu'à tomber sur nu1. Voici le programme disponible dans la description que l'on va utiliser pour effectuer tous ces calculs. Tout en haut, on a nos variables d'entrée, donc commence par l'incidence et le demi-angle aigu du losange, à partir desquels on va déterminer les angles de déflexion. On utilisera l'angle de déflexion 1 pour travailler sur la face supérieure de l'aile et le deuxième pour la face inférieure. Ensuite viennent les grandeurs physiques de l'écoulement en entrée, on les retrouve dans les valeurs de référence du solver. On va les utiliser dans la première fonction qui calcule l'angle du choc oblique et les grandeurs physiques de l'écoulement aval à ce dernier. On retrouve ici la méthode itérative qui permet de calculer l'angle du choc. Plus bas, on définit la relation de Prandtl-Meyer que l'on va utiliser dans la fonction calculant les paramètres de la détente. Ici, on retrouve la méthode itérative qui permet de déterminer le Mach aval. Il n'y a plus qu'à lancer les calculs et on va obtenir tous les paramètres qui nous intéressent. Ensuite, on retournera dans le solver pour comparer nos valeurs théoriques avec celles obtenues dans la simulation. En ouvrant l'éditeur de contours, on va désactiver l'échelle automatique pour la resserrer autour des valeurs que l'on vient de calculer. Ici, on prend l'exemple du choc oblique, mais vous pouvez répéter l'opération pour la détente. Par exemple, pour le nombre de Mach, on va faire apparaître les régions où il est compris entre 1,7 et 1,71. On constate que ces régions correspondent bien à l'aval du choc oblique. Ensuite, on peut répéter l'opération pour la température, la pression et la densité. Pour être plus rigoureux, on pourrait calculer la valeur moyenne de ces paramètres dans une zone triangulaire en aval du choc.
Cependant, cette méthode n'est pas vraiment adaptée à notre cas, car on va faire varier l'incidence, et donc on fera varier la forme et la position de cette zone. Toujours dans le solver, on va maintenant s'intéresser de plus près aux forces s'exerçant sur l'aile. On va générer un nouveau rapport sur la force suivant l'axe X, donc la traînée. Vous pouvez cliquer sur Write si vous voulez enregistrer dans un fichier texte toutes les informations qu'on va voir, mais nous on va simplement appuyer sur Print et regarder ce qui se passe dans la console. On obtient une décomposition de la force de traînée selon ses composantes en pression et en viscosité. Ici, on va s'intéresser à la première composante, qui inclut notamment la traînée de forme et la traînée d'onde. Donc souligné en rouge, on a la force de traînée de pression, et souligné en vert, le coefficient de traînée de pression. Attention, car ce coefficient est calculé à partir des valeurs de référence qu'on a définies plus tôt. Dans notre cas, la surface équivalente de référence est bien de 1 mètre carré, car la corde de notre aile est longue de 1 mètre. Cependant, si votre surface de référence est différente, il faudra la modifier ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la formule d'Accuray pour calculer notre coefficient de traînée de pression théorique. Donc on a CXP égale CZ alpha plus 4B sur racine de M0 au carré moins 1. Le terme CZ alpha est égal à 0, car notre incidence est égale à 0, ce qui implique également un coefficient de portance nul dans le cas d'un profil symétrique. Dans le membre non nul, B est un coefficient égal au rapport entre l'épaisseur et la longueur de la corde de l'aile mis au carré, et M0 est le nombre de Mach de l'écoulement non perturbé, donc l'écoulement en entrée. Pour effectuer les calculs, on peut utiliser ce programme Python, il y aura un lien pour le télécharger dans la description. On va simplement copier-coller la force de traînée de pression, ainsi on pourra recalculer le coefficient de traînée qu'on a obtenu avec Fluent et vérifier que c'était bien le bon. En sortie, on aura l'erreur relative entre les coefficients de traînée de pression théorique et simulée. Ici, on obtient une erreur théorique de 1%. Dans notre contexte d'étude, c'est tout à fait acceptable. Si la simulation a été correctement configurée, on peut modifier l'incidence de l'aile directement depuis l'ensemble de paramètres. On va créer de nouveaux points de calcul et rappelez-vous, il faut retirer 180 degrés à la valeur affichée pour avoir l'incidence réelle. Ainsi, pour nos deux nouveaux points de calcul, l'incidence est à 2 et 4 degrés. On n'a plus qu'à les mettre à jour et on pourra répéter les opérations de post-traitement précédemment explicitées. Par contre, quand on calcule la traînée de pression pour une incidence non nulle, on devra également s'intéresser au coefficient de portance. Pour calculer sa valeur théorique, il suffit de rajouter quelques lignes de code au premier programme. On utilise les relations sur le choc oblique et la détente de Prandtl-Meyer pour calculer la valeur des pressions statiques sur les 4 faces de l'aile. On va d'abord calculer les forces de pression parallèles et normales à la corde de l'aile. Puis on utilise des relations de trigonométrie pour calculer les forces de portance et de traînée. En lançant les calculs, on obtient nos forces et nos coefficients de pression. Il sera intéressant de calculer leurs erreurs relatives avec les résultats de la simulation. Pour obtenir le détail des forces de portance, on procède exactement comme avec la traînée, sauf que cette fois-ci, on va étudier les forces suivant l'axe Y. En calculant les erreurs relatives entre la simulation et la théorie, vous vous rendrez compte qu'elles vont avoir tendance à augmenter au fur et à mesure qu'on augmente l'incidence de l'aile. En effet, plus l'incidence est importante, plus notre système sera complexe. Dernière précision avant de finir, étant donné que notre profil est symétrique, il est inutile d'étudier les incidences négatives, car vous obtiendrez simplement les mêmes résultats, mais avec une inversion des signes pour la portance.